Nous avons vu dans la précédente séquence les signes manifestes de l'essoufflement d'un modèle. Nous allons dans cette séquence maintenant essayer de comprendre les mécanismes business qui sont derrière. La clé du business schématiquement est assez simple. Soit on a un monopole ou on dispose d'un avantage compétitif sur ses concurrents. L'exploitation de cet avantage compétitif permet de générer des profits tant qu'il est maintenu. Deux manières de disposer d'un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Soit schématiquement on fait la même chose qu'eux mais pour moins cher. Alors on parle dans ce cas de domination par les coûts, ou au contraire, on apporte une valeur différente, on apporte quelque chose de différent, on fait quelque chose qu'ils ne font pas, et on parle alors d'une stratégie de différenciation. Dans les deux cas, on dispose d'un avantage compétitif sur ses concurrents. Pour que l'entreprise puisse créer de la valeur dans la durée, il faut qu'elle génère des profits durablement. Il faut donc qu'elle bénéficie d'avantages compétitifs durables. C'est la raison pour laquelle elle pense une stratégie qui lui permet de maintenir ou renouveler ce qui lui procure un avantage temporaire. Sans rentrer dans les détails, cette nécessité conduit à deux exigences fondamentales pour toute entreprise. D'abord une exigence de productivité pour exploiter au mieux une ressource existante et donc générer des profits, et une exigence d'innovation pour inventer de nouvelles différences par rapport à ses concurrents, pour renouveler un avantage existant rendu profitable par une stratégie de coût. Chacune de ces deux exigences mobilise dans la pratique des approches différentes en termes d'organisation et de management, et par conséquent de concepts, de méthodes et d'outils RH, mais nous y reviendrons plus tard. Poursuivre une finalité de productivité suppose un modèle d'organisation dans lequel la posture de toute l'entreprise est tournée vers l'optimisation de toutes les ressources nécessaires à la production du produit ou du service. Les mots-clés en sont connus, dérivés du taylorisme, ces organisations privilégient les processus, une certaine forme de division des tâches et un management qui privilégie un contrôle des acteurs importants. En revanche, dès lors que la finalité visée est l'innovation, la posture de l'entreprise n'est plus tournée vers l'optimisation des ressources qu'elle emploie, mais vers la valorisation des ressources qui font la différence, avec plutôt une organisation de type adhocratique, plus plate, plus transverse, très souvent en mode projet, et qui favorise naturellement la coopération entre les acteurs. On le voit, schématiquement se dégagent deux modèles de représentation que l'on a tendance à opposer. Le premier, qui a fait le succès des entreprises pendant très longtemps, est tourné vers la productivité, dérivé du taylorisme, c'est le modèle dit industriel, et un modèle que l'on peut opposer, qui est plutôt tourné vers l'innovation, et dont les modes d'organisation et de management sont plutôt destinés à favoriser la coopération. On le voit, la déclinaison organisationnelle et managériale d'une posture stratégique repose sur la mise en œuvre d'un certain nombre de modèles. Ces modèles sont des modèles de représentation parce qu'ils représentent ce que les acteurs considèrent comme étant la manière de faire en fonction de la lecture qu'ils font de leur environnement. Dans la pratique, de nombreuses entreprises ont pu se contenter de mettre en série ces deux exigences, c'est-à-dire une exigence d'innovation puis une exigence de productivité. L'innovation consistait alors à inventer de nouveaux produits, de nouveaux services que l'on met ensuite dans un cycle de rentabilité grâce à une stratégie de domination par les coûts. L'innovation était donc une étape dans un cycle en série. C'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs l'innovation a été très souvent circonscrite à une simple problématique de recherche et développement, de R&D. À mesure que l'intensité concurrentielle mondiale a augmenté, sous les effets conjoints de développement des technologies, de la libéralisation des échanges, de la mondialisation, eh bien, cette mise en série de l'exigence d'innovation et de productivité n'était plus suffisante pour permettre aux entreprises de créer de la valeur. En quelque sorte, quand l'intensité concurrentielle mondiale est élevée, il faut être capable de combiner les deux en même temps, c'est-à-dire d'être à la fois une entreprise innovante et productive. Cette nécessité, qu'on pourrait résumer par le néologisme d'inoductivité, contraction d'innovation et de productivité, finalement n'est pas nouvelle. Elle fait écho à de nombreux travaux de recherche, notamment sur les entreprises et les organisations ambidextres, par exemple. Et d'un autre côté, les entreprises, elles, expérimentent parce qu'elles sont confrontées à la réalité des choses, au travers, par exemple, de l'entreprise libérée ou du lean management. En définitive, si cette problématique de combinaison d'innovation et de productivité n'est finalement pas si nouvelle que ça, elle nous renvoie au moins à une chose, c'est qu'il n'est plus possible d'appliquer des modèles sur étagère, des modèles tout faits en matière d'organisation et de management. C'est ainsi qu'on pourrait parler de la fin des modèles. Alors nous avons vu dans la précédente séquence qu'il y avait un certain nombre de signes d'essoufflement d'un modèle et nous avons essayé de comprendre au travers de cette séquence quels en étaient les mécanismes.